Yo! Bonjour et bienvenue au premier épisode de la 4e saison de mon podcast Un café avec ton courtier. Aujourd'hui, on a rencontré Jessica Dubois, coach en gestion budgétaire, qui est venue nous parler de comment mettre en place un budget. Super intéressant. On a parlé de la peur, on a parlé de la honte, on a parlé de situations cocasses en lien avec le budget. C'est un épisode où j'ai appris beaucoup. Je pense que vous allez apprendre vous aussi beaucoup. Prenez votre crayon, prenez un papier. Vous allez vouloir prendre des notes de ça. On part ça maintenant. Yo! Hey Jessica, toi, t'es comme l'experte budget. T'es ici pour ta spécialisation en budget. Dis-moi, définis-moi le budget pour toi. Bien, le budget, dans le fond, ça commence vraiment par une prise de conscience. Tu sais, avant de parler de budget, parce que souvent les budgets sont associés à ce qu'on catégorise ça dans un fichier, qu'on prend le temps d'énumérer tout ce qu'on doit mettre de côté, par exemple l'hypothèque, l'hydro, Bell, ces choses-là, puis on fait ça sur une belle fichier, puis on y retourne juste jamais. Tu sais, ça part dans le fond de l'intention de prendre conscience de nos finances avant tout, de se déposer pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important, c'est quoi les valeurs que tu veux vraiment inculter à travers ton budget, tes finances, parce que si tu n'as pas la direction claire de où est-ce que tu vas amener ton budget, tu pourras mettre toutes les bonnes intentions là, au niveau d'un fichier quelconque, mais tu y retourneras pas, tu le regarderas pas, tu le maintiendras pas. Moi, quand je parle de budget, dans le fond, c'est vraiment de revenir à soi, de vraiment aller voir c'est quoi je dépense, c'est quoi que je reçois comme argent, puis d'aller au cœur de nos dépenses puis de nos transactions financières. Puis après ça, modeler un budget qui ressemble à ce que tu veux accomplir, à ce que tu veux te rendre, puis à tes valeurs qui te collent. Parce que chaque personne est vraiment différente au niveau de comment elle veut gérer ses finances, comment elle veut gérer son budget. Fait que, tu sais, si on s'arrête toujours à dire on catégorise ça dans une même case, mais clairement qu'il n'y aura pas personne qui va vouloir maintenir un budget, puis il n'y a pas personne qui va vouloir le regarder parce que c'est pas adapté là, à chaque personne. Fait que c'est vraiment de laisser ouvert, de se laisser une ouverture d'esprit, puis d'avoir la conscience financière, de déposer sur papier qu'est-ce qu'on dépense, où est-ce qu'on reçoit des liquidités, est-ce qu'on peut l'optimiser, y a-t-il une façon qu'on peut regarder ça différemment pour mettre plus de lumière sur des transactions, des choses que finalement, j'avais pas pensé à ça, puis que ça va dans un budget qui est plus axé sur la prise de conscience que la rigidité. Là. J'aime ça que tu me parles que ça commence par une prise de conscience. Parce que je pense que si on m'avait posé la question, j'aurais dit que ça commence dans un fichier Excel. Là. Et justement, c'est la mauvaise approche à faire parce qu'on commence avec l'outil, mais finalement, on n'a pas la réflexion en arrière du pourquoi on veut faire un budget. Dis-moi, dans le fond, toi, quand tu as... Évidemment, tu es, je ne sais pas comment est-ce que tu te définirais, conseillère en budgétisation. C'est quoi ton titre, si tu avais à donner un titre? Là? Dans le fond, mon titre, c'est vraiment un coach en gestion budgétaire. Fait que je suis vraiment là pour coacher, vraiment t'accompagner dans la prise de conscience. Je suis pas là, dans le fond, pour t'imposer des choses, plus dans une approche de, tu sais, on va regarder qu'est-ce qui est possible, comment que tu veux avancer à travers toutes tes finances. Puis, fait que, tu sais, je suis vraiment là pour te guider. On va marcher ensemble le chemin pour t'amener quelque part où que tu veux aller, sans nécessairement te mettre de rigidité dans tout ça, là. Fait que coach en budget. En gestion budgétaire. Tu vois, si moi, j'avais été dans tes souliers, je me serais probablement appelé comme un Ninja Dragon du budget ou quelque chose comme ça. Coach en gestion budgétaire, j'aime ça. Fait que quand quelqu'un vient te voir, donc prend un rendez-vous avec toi, veut te parler de probablement de ses finances en macro et en micro, c'est quoi ton approche avec les gens? Oui, fait que dans le fond, la première approche, on commence tout simplement par s'asseoir en premier pour se rencontrer. Puis cette première rencontre-là est totalement gratuite, justement pour savoir si on a un fit parfait. Je veux savoir c'est quoi tes enjeux financiers, c'est où ce que ça bloque, c'est quoi que tu veux vraiment travailler, puis qu'est-ce qui te fait décider aujourd'hui de vouloir changer ta façon de voir tes finances, puis de vouloir entreprendre quelque chose de nouveau. Parce que, tu sais, si tu restes toujours dans les mêmes pantoufles, dans ce que tu as toujours fait, c'est clair que tu n'auras pas des résultats différents. Fait que c'est la journée que tu prends conscience de dire « Hey, j'ai goût de faire quelque chose de différent, j'ai goût d'essayer une approche différente, on va se rencontrer, puis par la suite, dépendant si c'est vraiment, je suis vraiment la bonne personne pour pouvoir faire le travail avec toi. Créer le lien de confiance. Exact, en fond, ouais. Exact. Parce que veux pas, tu vas aller, tu parles de prise de conscience, de budgétisation. Au Québec, on le sait que c'est difficile pour nous de parler d'argent parce que c'est un peu intime. Oui. C'est important d'avoir le lien avec la personne. Fait que ça, c'est la première rencontre, créer ce lien-là. Exact. Puis par la suite, une fois qu'on entreprend les démarches, mais on va se rencontrer pendant une période. Ça va dépendre de chaque client. Tu sais, chaque client est différent dépendant du besoin initial. Fait que ça peut varier entre 3 à 6 mois au niveau de l'approche. Fait qu'on va se rencontrer à toutes les 2 semaines. On va vraiment aller prendre des prises de conscience au début. On va aller, justement, avant de commencer d'aller dans un fichier Excel puis d'aller déposer tes chiffres, ben moi, je veux te faire rêver. Tu sais, je veux savoir qu'est-ce que toi,
que tu veux vraiment réaliser, puis où est-ce qu'on va travailler ensemble pour pouvoir réaliser tes rêves. Parce que, tu sais, c'est pas parce que quand tu avais 18 ans, tu avais énuméré tous tes rêves de dire, hey, moi, je vais me marier, je vais avoir 4 enfants, je veux une maison avant 25 ans, puis finalement, tu arrives à 25-30 ans, tu pas de maison, tu n'es pas marié, tu n'as pas encore d'enfants, mais ça se peut que tes projets du moment où on se rencontre ne soient plus les mêmes que quand tu avais 18 ans, puis c'est tout à fait normal parce que, tu sais, on évolue en tant que personne, on grandit aussi à travers nos finances. Fait que si on reste positionné sur qu'est-ce qu'on aurait voulu accomplir, puis qu'on ne vient pas refaire la conscience intérieure, mais clairement qu'on ne travaillera pas sur les bons objectifs. Fait que, tu sais, si on ne travaille pas sur les bons objectifs, ben la motivation va être pas là, la confiance, elle va pas s'installer au niveau de tes finances parce que, tu sais, l'objectif dans tout ça, c'est vraiment d'installer une confiance avec toi, tes propres prises de décision, d'être capable toi-même de gérer tes propres finances pour par la suite mettre en place là, des processus et tout ça. Fait que, tu sais, on va se déposer avant pour commencer par la base. Là. Puis les gens, quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils viennent te voir avec... tu as parlé des objectifs qui changent, tu as parlé de ta situation qui doit évoluer de quand tu étais jeune, puis oui. Elle devrait évoluer à plusieurs moments dans ta vie même. Oui. Mais je me demande, est-ce que les gens viennent te voir en se disant « j'ai un objectif, puis je suis pas sûr que je vais être capable de l'atteindre » ou ils viennent te voir en disant « j'ai un problème ». J'ai un problème. J'ai un problème. Exactement. Tu sais, fait que les premières approches, justement, tu sais, Jessica, sincèrement, j'ai honte là, de venir m'asseoir avec toi. De un, la honte revient souvent, la culpabilité d'avoir 30, 40 ans, puis se dire, écoute, je sais même pas où est-ce qu'il va mon argent, j'ai pas conscience de ce qui se passe dans mon portefeuille. J'ai honte parce que j'ai pas eu l'éducation financière, puis je vois mes amis, je vois mes collègues, puis eux, ça réussit, puis moi, j'y arrive juste pas, puis je comprends pas c'est où le problème. Fait qu'ils vont arriver avec justement le sentiment de culpabilité. Tu sais, ils vont rentrer, ils vont avoir la honte de dire, ben, tu sais, il va falloir que je change quelque chose, puis je sais pas vers qui me tourner, je veux pas en parler à ma conjointe. Tu sais, les finances, même dans un couple, des fois, ça peut être très tabou aussi. Fait qu'ils vont arriver dans mon environnement, dans mon ambiance, avec une approche de problématique à la base. Là, je trouve ça tellement fascinant ce que tu viens de dire, là, comme j'espère qu'on va le prendre, ça, qu'on va le mettre dans une capsule sur les réseaux sociaux, qu'on va le mettre en loop, parce que je trouve ça tellement... ça a un écho vraiment important dans ma vie à moi, avec les proches que j'ai. Puis même les gens qui ont l'éducation, qui ont eu l'éducation financière, des fois, n'ont pas les bons réflexes avec le budget et ont ce sentiment-là de... La honte, c'est toujours fort, mais pas tant que ça, là, d'avoir une certaine gêne ou d'être embarrassé, se sentir un peu ridicule, de pas savoir... Cette phrase-là, là, que je l'entends beaucoup, je sais pas où est-ce que mon argent va. Là, je gagne de l'argent, ça devrait être suffisant. Et somehow, pour une raison ou une autre, j'ai pas d'argent à la fin du mois. Des fois j'en ai pas, mais je sais pas pourquoi. Exact. Fait que je trouve ça super pertinent. Puis c'est bon aussi de savoir que vous n'êtes pas la seule personne. Là. Probablement que beaucoup de monde sont dans cette situation. Ben, beaucoup de monde sont comme dans cette situation-là parce qu'ils prennent pas le temps, justement, puis soit qu'ils n'ont pas eu l'éducation financière, puis ils sont... Tu sais, on n'arrive pas... tu sais, tu sors de l'école, tu commences à travailler. Si tu n'as pas eu moindrement d'éducation financière, de savoir qu'est-ce que c'est faire avec ta paye qui est déposée, tu vas un peu aller à l'aveuglette en disant comme, écoute, là, en ce moment, je pars de chez mes parents ou j'habite encore chez mes parents, fait que je peux me permettre certaines dépenses que la journée qu'on commence à avoir une maison, avoir des enfants... Qu'est-ce que tu étais, exemple, à 16-17 ans, quand tu as commencé à travailler? Bien, si tu n'as pas fait de changement, c'est ce qui va se poursuivre aussi rendu à l'âge adulte, mais avec des problèmes différents, dans le sens que ça va être à une autre échelle. Tu sais, on va peut-être avoir des plus grands revenus. Fait que quelqu'un qui faisait, mettons, 25 000 parce qu'il était étudiant, puis qui tombe à 150 000 parce qu'il a fini ses études, puis qui est rendu père de foyer, puis ou ça peut être une mère aussi, puis qui arrive avec des revenus de 150 000, bien, il peut agir de la même façon qu'il agissait, mais à un autre niveau. Fait que ce niveau-là va amener plus de dépenses, qu'il va pas savoir où est-ce que ça va aller. Fait qu'il va arriver à la fin du mois, puis il va juste faire comme, je fais 150 000 sur papier, mais dans mon compte de banque, ça ne résonne pas le 150 000 sur papier. Il y a beaucoup de gens, ça, où est-ce que ça va être? J'ai eu une augmentation salariale, je gagne beaucoup plus d'argent et j'ai les mêmes problèmes que quand je ne gagnais pas d'argent, ou plus même. Exactement, ou plus. Puis ils ne comprennent pas où est-ce qu'est l'enjeu. C'est qu'est-ce que je peux faire différent, qu'est-ce que je peux regarder différemment aussi. Là. Fait que là, dans le fond, dans ton... avant de rentrer dans qu'est-ce que tu suggères, ou c'est quoi je veux pas aller nécessairement très profondément dans les outils aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais juste revenir dans... Moi, je rencontre des centaines de personnes par année qui devraient avoir un budget. On s'entend pour acheter une propriété, acheter une maison, c'est important. Exactement. Il y a certaines personnes qui me disent « j'ai un budget ». Des fois, ils vont dire « ah oui, mon budget, c'est ça », mais ils n'ont pas de budget. Ils disent le mot budget, mais ils n'ont pas de budget. Il y a plein de gens qui disent « non, j'ai pas de budget », ils savent qu'ils devraient en avoir un, mais ils n'en ont pas vraiment.
Mais ce qui est certain, c'est que 98% de ces gens-là ne le respectent pas ou ne l'atteignent pas. Exact. C'est quoi les freins? Là, on embarque dans la psychologie. Là. C'est quoi les freins qui fait qu'on ne respecte pas notre budget ou qu'on ne veut même pas en mettre un en place? Exact. Bien, selon, dans le fond, Statistique Canada, 1 personne sur 3 a un budget puis qu'elle le maintient. 50% des gens disent avoir un budget, mais ne savent même pas qu'est-ce qu'ils regardent dans le fond. Fait que mes clients sont problématiques selon les stats. Non, c'est bon. Il y a 20% de toute la population qui a juste même pas conscience de ce qui se passe, même pas de plan financier annuel, rien de vue. Fait que, tu sais, les problématiques, souvent, c'est que soit qu'on on a un budget, on le regarde juste pas. Parce qu'on sait pas quoi faire pour l'optimiser de toute façon. Parce que même si je sais où va mon argent tous les mois, mais qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais pour l'optimiser? Fait que les gens ne savent pas comment l'optimiser. Ou tout simplement, la problématique peut être que je veux même pas ouvrir mon compte de banque parce que j'ai peur, dans le fond, de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Parce que j'ai peur de pas savoir comme, ça va peut-être me frapper un peu plus en me disant comme, je dépense autant que ça dans telle catégorie. Puis, mais voyons donc, c'est impossible que j'aille fait tant de transactions ou qu'il y ait une notion. Fait qu'ils font juste l'évitement d'éviter d'ouvrir le compte bancaire ou de simplement éviter de parler de finances ou juste se dire que c'est juste temporaire, ça va être réglé quand telle situation va arriver. Fait que, tu sais, on va remettre ça à plus tard. Puis, fait que, tu sais, justement, fait que, tu sais, quand arrive un achat de maison ou qu'arrive quelque chose, puis c'est pas nécessairement parce que tu qualifies un dossier avec des ratios d'endettement en lien avec, OK, t'es qualifié pour telle valeur de propriété, que ça veut nécessairement dire que toi, tes projets fonctionnerait avec cette propriété-là que tu veux engager. Fait que, tu sais, avant de s'engager dans une propriété, avant de s'engager dans un financement hypothécaire quelconque, mettre un budget en place basé sur tes propres priorités, de tes rêves que tu veux réaliser, bien ça, c'est la base à mettre en place avant, justement, de commencer à faire du magasinage de propriété. Parce que, tu sais, si on se dit, hey, mais moi, je veux voyager 4-5 fois par année, bien, ça se peut que ta maison qui a une piscine puis tout le gros kit, que tu n'en profites pas tant que ça. Peut-être un condo, ça serait suffisant parce que tu veux pas nécessairement avoir l'entretien qui va avec. Fait que, tu sais, les dépenses que tu veux faire mensuellement ou annuellement sont plus basées sur ma priorité de vouloir voyager et non ma priorité de dire je veux avoir une grande maison avec une piscine puis le spa, tout l'aménagement, que finalement, tu n'en profiteras jamais. Fait que, tu sais, avant même de commencer à faire de la qualification au niveau des hypothèques, mais le budget, c'est la clé, c'est les bases, dans le fond, de ta fondation. Tu sais, les prêteurs, des fois, je vais avoir deux types de clients qui vont me rencontrer, puis on peut toujours qualifier les gens jusqu'à, on va pas embarquer dans les ratios d'endettement, mais jusqu'à 44% d'endettement, d'amortissement de la dette totale. Sur le brut. Exact. Et donc, les gens, des fois, vont être comme 44%, t'es-tu un malade? Et d'autres personnes pour qui, non, c'est bien parfait, 44%. Moi, la maison, c'est très important. Ça devrait prendre 44% de mon budget. Mais ce qui est certain, c'est que ces ratios d'endettement-là ne comptent pas le nombre de Tim Hortons, le nombre de cinémas, le nombre de voyages. On va regarder la carte de crédit si elle est bien payée, mais ça va être les dettes comme la voiture, elle va compter. Il y a des choses qui comptent, mais il y a beaucoup de notre quotidien que la banque, elle, je ne veux pas dire qu'elle s'en fout, mais elle ne va pas le considérer. Fait que c'est important. On ne peut pas se fier à mais la banque me qualifie, donc c'est un bon achat pour moi. Non, exactement. Il faut avoir mesuré ça comme ça. Exact, parce que tu sais, toutes les fuites bancaires, justement, ce que tu parles, c'est tout ce qui apparaît sur le bureau de crédit, c'est avec ça qu'on qualifie dans le fond. Mais toutes les fuites bancaires, qui est justement les Tim Hortons, les restaurants, les activités, tout ce qui est scolaire au niveau des enfants, tout le linge qu'on va s'acheter, ça, c'est toutes des fuites bancaires qu'on appelle, dans le sens que ça, si c'est pas budgété, puis que tu t'es fait qualifier à des pourcentages, peut-être qu'on a manqué quelque chose là, dans le sens que on peut-tu analyser correctement avec ton net ce que tu reçois dans ta paye ou tes revenus là, d'entrepreneur si jamais tu es à ton compte, combien que tu reçois vraiment, puis comment qu'on peut le budgéter pour que toi, financièrement, tu sois serein avec tes décisions, que tu sois en paix, puis qu'à chaque jour, tu aies ton plan d'action qui dit, OK, moi, je sais précisément où ce que j'investis mon temps, mon argent, puis mon énergie pour justement arriver à des grands rêves. Là. OK, on a parlé de peur, on a parlé de honte. Oui. Jusque-là, c'est des belles émotions qu'on a dans le podcast ici. Mais dans le fond, si on va un peu dans ton approche, moi, je me souviens de l'approche, là, dans ma tête, c'est la meilleure approche du budget. Là, puis là, on va en rire après, là, puis tu vas me dire qu'il y a des choses plus modernes que ça. Mais je me souviens de ma grand-mère là, qui avait... Elle avait son mari, dans ce temps, elle ne travaillait pas, évidemment, c'était Armand qui allait à l'usine, puis lui, il faisait des sous. Puis là, elle mettait l'argent dans des enveloppes. Fait que ça, c'était l'enveloppe épicerie, ça, c'était l'enveloppe, les enfants faisaient des cours de musique. Fait que, bref, puis quand l'enveloppe était vide, l'enveloppe était vide. Exactement. Il n'y avait pas de carte de crédit, il n'y avait pas rien d'autre. Puis le but, c'était que dans chaque enveloppe, il en reste un tout petit peu pour pouvoir en mettre dans la grosse enveloppe qui était les épargnes ou pour les vacances. Ou je pense pas que ça prenait bien de vacances dans ce temps-là. Mais bref...
tout ça pour dire que ça, c'était comme le classique, mais c'est rendu difficile maintenant avec vivre la technologie. Mais c'est tellement facile de sortir de l'argent. On parle du Tim Hortons, là, c'est comme un café avec un courtier, commandite gratuite pour Tim. Mais tout ça pour dire que c'est tellement facile que l'argent sorte. Fait que je reviens à la question de ton approche, mais comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu aides les gens à gérer ça? Oui, exactement. Dans le fond, une fois qu'on a passé à travers la conscience puis qu'on sait qu'est-ce qu'on veut réaliser, c'est sûr que là, il y a tous les outils, dans le fond, des tableaux Excel que je représente pour justement aller à chaque 2 semaines mettre sur papier qu'est-ce que tu as vraiment dépensé. Puis tu sais, on parle pas juste de dire « Ah, j'ai dépensé à peu près 100$ en épicerie ». Non. Combien précisément? Moi, je veux tout savoir à la scène près, que ce soit les transactions qu'il voudra. On n'est pas là pour juger la transaction du moment. On est juste là pour le déposer sur papier, pour voir précisément est-ce que ma balance est positive à chaque fin de mois? Est-ce que ce qui rentre dans mon compte puis ce qui sort de mon compte devient positif à chaque mois ou je suis toujours dans le négatif, puis c'est pourquoi que j'embarque sur les cartes de crédit ou les marges de crédit. Fait que, tu sais, si à chaque mois, on commence à voir que hey, je suis toujours en négatif mois après mois, mais on peut-tu aller voir dans quel facteur qui fait occasionner cette baisse? Est-ce que c'est des facteurs qu'on a du contrôle dessus? Parce que, tu sais, l'hypothèque, on la renouvelle pas à toutes les années non plus, à moins que tu prennes un tour d'un an, mais je veux dire, c'est pas quelque chose... pas à tous les mois. Non, c'est ça, pas à tous les mois, ça, c'est sûr, là, tu sais. Fait qu'il y a des choses qu'on a plus de contrôle que d'autres, fait qu'on peut aller mettre plus d'énergie, puis d'essayer d'aller les diminuer, puis d'avoir des prises de conscience qui s'effectuent. Fait que tous ces outils-là vont être partagés aux clients. Parce que moi, mon objectif, c'est que le client devienne autonome de ses finances. Il passe à travers mon accompagnement pour devenir, lui, conscient de ce qu'il veut faire avec ses finances, mais aussi de devenir autonome de ses propres finances, d'être capable de pouvoir intégrer ses chiffres, des regarder, parce que c'est pas juste 6 mois, dans le fond, c'est une vie complète, là, les finances. Là. C'est pas juste dire « Ah, pendant que je suis avec Jessica en accompagnement, ça va bien, elle m'aide, j'ai compris. » Puis après ça, une fois que l'accompagnement est terminé, ben si psychologiquement tu restes dans cet état-là, ben tu vas revenir où ce que ton cerveau il était habitué d'aller. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est positif non plus. Fait que tu vas retourner dans tes anciennes habitudes, fait que les transactions vont revenir. Fait que c'est quelque chose que tu vas travailler pendant une vie complète. Que oui, il y a des mois où ce que tu vas dire OK, je suis en plein contrôle, puis d'autres mois que tu vas dire OK, où est-ce que je peux optimiser le tout parce que là j'ai plus de contrôle là, sur mes finances. Là. C'est la même psychologie que les diètes puis l'alimentation, l'entraînement. L'entraînement, ça. Exactement. Tu es une nutritionniste. Oui. Peut-être. Tu changes mon titre, là? Oui, j'arrête pas. Moi, marketingiser ça. Ouais. OK, dis-moi, dans le fond, moi, j'aimerais parler des cartes de crédit un tout petit peu. Est-ce que dans une gestion de budget, fait que là, c'est quelqu'un qui est venu te voir, qui est conscient, bon, la prise de conscience du problème a été réglée. Il sait qu'il y a un problème. Mais après ça, moi, c'est la conscientisation des transactions. Puis les cartes de crédit, encore ça, rendent ça tellement facile. Pas que la carte de débit rend ça plus difficile, mais à un moment donné, la carte de débit est à 0. La carte de crédit est comme jamais vraiment à 0 là, parce que les limites sont tellement grosses comparativement au budget qu'on a mis. Est-ce que tu as des trucs par rapport à ça ou comment tu gères ça? Oui, dans le fond, ben, la gestion au niveau des cartes de crédit, c'est pas une extension de ton salaire, là, une carte de crédit. Fait que, quand on fait la comptabilisation des transactions, on inclut aussi toutes les transactions qui ont été faites sur une carte de crédit. C'est pas juste le compte bancaire qu'on va regarder, on va regarder aussi toutes les transactions qui se sont faites sur ta carte de crédit. Parce que comme tu mentionnes, c'est tellement facile de prendre ça puis de le taper. T'as même plus besoin de kit. Il n'y a pas de conscience, on est en pilote automatique. Là, je m'en vais travailler, j'ai toujours le même parcours, j'arrête à tel endroit, je tape ma carte, je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire, je reviens à la maison, Amazon, c'est tellement facile. On est dans un ère où ce que la technologie nous fait consommer là, énormément, puis ça peut être tellement facile de pouvoir le faire. Fait qu'on va l'inclure dans la gestion, dans le fond, de tes dépenses. L'objectif, c'est que quand on se rend compte toutes les 2 semaines, on catégorise tout ça, puis on rembourse tout de suite la carte de crédit pour qu'elle soit toujours à 0. Dans le fond, l'objectif, c'est la carte de crédit, comme je mentionne, c'est pas l'extension de ton salaire, c'est que ça devrait rentrer dans le budget pour être capable de toujours la rembourser, jusqu'à temps qu'on prenne l'habitude de dire, OK, je suis capable de le faire juste une fois par mois, parce qu'on veut aussi diminuer le nombre de transactions qui peut s'effectuer dans le compte bancaire. Puis après ça, diviser aussi pour avoir justement, tu sais, un peu qu'est-ce que tu parlais, que ta grand-mère avait des enveloppes, mais on peut reproduire la même chose, mais en virtuel sur nos comptes bancaires. Fait que on va se créer des comptes qui vont être automatisés, qui vont dire, OK, ben moi, je veux voyager. Fait qu'automatiquement, il va y avoir de l'argent qui va s'en aller là à chaque fréquence que tu reçois des revenus d'argent. La carte de crédit va être remboursée à chaque fois qu'on a fait le budget toutes les 2 semaines. Telle transaction va s'en aller. Tu sais, les taxes, ils vont être scolaires, municipales, si jamais t'es propriétaire, vont être catégorisés dans une style d'enveloppe, si on peut dire, pour que tout soit automatique, que ça soit facile. Tous les paiements de factures, mettons Bell ou Vidéotron, si ça passe pas directement dans ton compte, on va l'automatiser pour que les paiements de factures se fassent
automatique. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est que toi, tu penses pas tant à tes finances, puis que tout roule derrière toi facilement, puis que tu as juste à intégrer les chiffres, puis que ça fonctionne correctement, puis que tu t'ailles payer toi en premier aussi, tu sais, pour pouvoir réaliser tes projets. Là. Ça paraît pas, là, parce qu'on est dans un podcast, puis c'est filmé, puis je sais vivre, là, mais je prends des notes là, férocement présentement dans ma tête, parce que c'est tellement des bons trucs, là, j'aime bien ça. Dis-moi donc, on a parlé de peur tantôt et de honte, là, mais fais peut-être prendre ça du côté, sans être dans le jugement, là, mais y a-tu des situations qui sont drôles, là? Je veux pas rire des gens, je suis comme gêné un petit peu de rire, mais j'ai envie de rire. Mais y a-tu des situations que tu as vues, t'es comme oh my God! Comme ça t'a ouvert les yeux, puis t'es comme je savais pas qu'on pouvait dépenser autant, ou peu importe, il doit y avoir des situations. Comme j'ai une cliente en particulier, justement, qui comme la première fois que j'ai fait sa gestion, sans juste tomber dans le jugement, parce que, tu sais, mon approche, elle est vraiment sans jugement. Mais des fois, ça frappe même nous-mêmes. Tu sais, parce que nous, quand on sait gérer notre budget, on sait tous qu'il y a un flow qui se crée. Puis la journée que tu vois quelqu'un qui fait des grosses transactions, qui est comme dans l'abus, autant les restaurants, elle est constamment dans les voyages. Mais tu sais, elle faisait un chiffre d'affaires de 400 000 par année. Là. Okay. Mais on en dépensait 400 000 par année. Puis, tu sais, l'impôt, tout ce qu'elle pouvait payer, mais zéro conscience. Là. Fait que, tu sais, c'était comme des transactions, ça n'arrêtait plus, là, ça défilait. Là, comme j'avais pas assez de temps là, dans une heure à faire toute sa liste de transactions dans les 2 semaines. Fait que, tu sais, ça frappe. T'es juste comme, OK, comment qu'on peut... Tu sais, moi, ça me frappe, moi, parce que ça, je travaille dans les chiffres à tous les jours, mais il faut que je sois capable de faire frapper la même conscience aussi au client. Parce que, tu sais, cette personne-là veut pas changer ses habitudes. Là. Elle, dans sa tête, elle fait 400 000 par année. Là, je devrais être safe, là. Voyons, là, que j'arrive pas financièrement. Mais, tu sais, c'est ça qui est l'approche de, justement, quand tu commences à mettre sur papier puis que tu vois que tu as dépensé 2000 $ en restaurant dans le mois, mais tu sais, ce 2000 $-là, c'est le voyage que tu me disais que tu voulais faire. Là. Fait que, tu sais, c'est là qu'on peut mettre un peu plus de notions puis d'amener un peu la tournure vers une facilité à dire comme, ouais, c'est vrai que je dépense pas mal. Puis c'est quoi les alternatives que je peux faire, tu sais, parce que au-delà de dire, je veux continuer à aller au resto, mais je peux pas autant parce que, tu sais, si je veux mettre de la place aussi dans mon budget pour réaliser d'autres choses, mais c'est quoi les alternatives qu'on peut faire? Est-ce que je peux emmener un lunch? Est-ce que, tu sais, cette personne-là était quelqu'un qui devait se déplacer beaucoup dans son travail. Fait que c'était facile pour elle de dire, je vais dîner au resto, je vais me prendre un petit quelque chose ici, un petit café. Là, après ça, pour le souper, les enfants, ça va être serré, je vais arrêter chercher quelque chose à l'épicerie. Fait que, tu sais, il y avait pas de structure pour pouvoir l'organiser correctement. Fait que c'est sûr que des fois, c'est fait comme, oh my God, je peux pas croire qu'elle a dépensé... 8000 $ en une semaine, c'était comme flambé one shot, là, tu sais. Ah, mais je peux pas... Là, le podcast allait bien jusqu'à ce que tu parles il fallait se faire des lunchs. Il va falloir muter ça au montage. Je veux pas de lunch. Non, pas grave. Mais tu sais, moi, ça me parle beaucoup à quel point ça ressemble à l'alimentation, à se mettre en santé ou quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est une santé financière, au fond. Oui, mais tu sais, on va dire, c'est une phrase que j'aime bien en anglais qui est You can't outrun a bad diet. Puis c'est un peu la même chose. Tu peux pas faire assez d'argent pour répondre à une dépense, à des dépenses qui sont hors de contrôle. Tu sais. Non. Fait que je trouve que ça. Tu sais, la dame, elle faisait 400 000 $ que tu me parles. Ça devrait être un bon salaire. La plupart des gens réussiraient bien, mais. Quand on parle de contrôle, tu parles de contrôle. Elle s'essoufflait parce qu'elle, elle comprenait pas, justement. Fait qu'elle voulait toujours faire plus d'argent. Puis chapeau, parce que, sincèrement, elle réussissait à le faire. Puis, tu sais, elle rockait son show, là. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, elle se brûlait à faire toutes ces dépenses-là parce que, tu sais, ces dépenses l'amenaient à dire, il faut que je travaille encore plus, il faut que je travaille encore plus fort parce que j'arrive pas financièrement. Fait que, tu sais, d'un côté, sur papier, elle réussit super bien. De l'autre côté, elle se fatigue, puis elle se brûle, puis elle dit comme, je peux pas, voyons, ça n'a pas de bon sens que je suis pas capable de me créer un fonds de pension parce que je suis à mon compte, puis que j'ai plus d'argent jamais à chaque fin de mois quand je fais des gros salaires. Parce que, justement, tu sais, il faut bien s'entraîner au niveau de nos finances, là. Puis, tu sais, moi, je trouve que l'idée du budget, ce que je trouve important, c'est juste parce que ça semble toujours être une contrainte. Là. C'est toujours, fuck, faut que je me fasse des lunchs. Ouais. Mais je trouve que c'est de l'amener à, ben, c'est quoi tu veux dans la vie. Puis des fois, je dis que le budget, c'est le chemin entre ta situation actuelle et ta situation désirée. C'est un peu poétique qu'éterne, mais si ta situation désirée, c'est moi, j'ai ça me faire des lunchs, puis je veux pas me faire des lunchs, puis mon objectif dans la vie, c'est de manger au restaurant le midi, puis ça me coûtera 18 $ à tous les midis, puis c'est correct. C'est correct. Ben c'est parfait, check, il n'y a pas de problème, parce que c'est ça que tu veux. Exact. Après, il va y avoir d'autres places à optimiser. Exact, puis à un moment donné, il va falloir prendre des choix. Ouais. On pourra pas toujours dire je veux ça, 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 ça.
sans prendre un choix de dire, je coupe où. Ouais. Fait que, la personne qui me dit, parce que, ça va arriver dans mes accompagnements où les gens ne veulent pas changer leur habitude au niveau d'apporter un lunch, parce que pour eux, ça s'organise pas dans leur horaire, là. Il y a pas de place à pouvoir optimiser leur temps pour être capable de pouvoir faire un lunch. Fait qu'ils veulent continuer. Puis, ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont manger de la malbouffe pour autant, là. Il peut y avoir plein de choses aussi qu'ils vont manger super santé au niveau de leur alimentation, mais qu'ils veulent prioriser dans leur budget d'avoir de la place pour justement pouvoir avoir accès à manger à tous les dîners au resto. Mais c'est correct. C'est ça ta valeur, c'est ça qu'on a énuméré ensemble quand on a fait nos premières rencontres, que toi, tu me dis, ta première valeur, c'est ça. Par la suite, tu me dis, je veux faire à tous les week-ends, je veux être partie en activité avec les enfants. Peut-être qu'il va falloir que tu n'y ailles pas à tous les week-ends. Ouais. Il va falloir choisir à un moment donné, faire un choix financier conscient, de se dire, OK, je suis consciente que je dépense tant par mois dans le restaurant parce que ça me tient à cœur. Mais où est-ce que je peux optimiser de l'autre côté pour pouvoir dire, OK, il faut que ça balance. D'une manière ou d'une autre, ton fichier, il va falloir qu'il balance à la fin du mois. Là, dis-moi, je veux pas que tu donnes c'est ta carrière, là, c'est ta vie, ça que tu fais, là, des approches, des conseils, une approche conseil avec des clients. Mais si tu avais gratuitement pour notre audience aujourd'hui, mais ton meilleur conseil ou un outil, peu importe qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui. Moi, il y a beyond là, le prendre conscience du problème, mais qu'est-ce que ce serait un outil qui moi, j'aime ça des fois de dire que c'est bon pour tout le monde. Ça serait bon pour tout le monde. Fait que prenez ce conseil-là ou cet outil-là, puis déjà, ça va vous aider. Exact. De plus en plus, les plateformes en ligne au niveau des institutions financières offrent la possibilité de faire la section budget, juste au moins de voir les catégories auxquelles tu as regardé. De mettre à chaque jour, moi, je dis toujours, d'avoir une mini-conscience de ce que tu fais. Juste mettre de la conscience dans ce que tu fais comme agissement, c'est déjà la clé d'une réussite. Parce que, si tu mets pas de la conscience dans rien puis que tu prends pas le temps de t'observer, tu auras beau faire n'importe quel fichier, ça marchera juste jamais parce que tu n'as pas mis de la conscience dans ça. Fait que, juste de s'arrêter à chaque jour, puis quand on fait une transaction, dire est-ce que c'était vraiment essentiel? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Est-ce que ça m'a apporté mon vrai bonheur que je recherche? Ou ça l'a juste été en mode automatique? Fait que, juste ça, là, c'est déjà un grand pas d'avance sans nécessairement rien avoir mis sur papier. Là. Je te demande même pas rien de mettre, juste d'avoir la conscience de dire, comme chaque transaction que je vais faire dans une journée, je m'arrête un instant, j'ai réfléchi, puis ça se peut que la transaction soit déjà faite, puis tu t'es arrêté par la suite, puis c'est super correct. Mais juste à force de travailler ça, ton cerveau, lui, il va commencer à avoir des automatismes qui vont se créer, à dire, à chaque fois que je viens pour dépenser, je suis pas en train de me priver, je suis en train de me ramener à mon focus. Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Puis une fois que tu ramènes toujours à ton focus de ce qui est vraiment important pour toi, on dirait que ton mindset va changer, tout va changer, puis tu vas t'en aller dans une direction sans même avoir fait de fichier, sans même rien, qui va être beaucoup plus positif, puis la relation avec l'argent que tu vas commencer à faire grandir va être beaucoup plus positif qu'une relation où ce que tu fais juste éviter. Ouais. Mais c'est intéressant, ça. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup, c'est la prise de conscience. Puis je pense que c'est un peu ça que l'objectif, mais dans le fond, moi, des fois, il y a des journées, parce qu'évidemment, je suis courtier hypothécaire, il y a des mois où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, il y a des mois où il y a moins d'argent qui rentre. Puis, des fois, dans les mois où est-ce que c'est un peu plus serré, tu dis, OK, là, je ne veux pas trop faire de dépenses aujourd'hui, puis là, je vais être à la fin de la journée, puis je vais me dire, ah, c'est cool, aujourd'hui, ça a bien été, j'ai pas eu de dépenses, j'ai pas rien dépensé, puis là, je fais comme, ah non, attends un petit peu, j'ai dîné là, j'ai pris un café là, j'ai Amazon qui a passé, j'ai mes assurances qui ont passé, tout, tu sais, t'as comme rien vu aller. Exactement. Puis, on dit ça des fois, là, ouvrir la porte de ta maison, ça te coûte 200$. C'est juste sortir parce que tout sort si facile, si rapidement. Exactement. Fait que, tu sais, juste au moins d'avoir conscience que, OK, j'ai dépensé là, ou il y a des choses qui passent automatiques aussi, parce que, tu sais, des fois, ça se fait vraiment en automatique derrière dans nos comptes. Mais d'avoir cette conscience-là, c'est vraiment une clé qui va vous amener là, loin au niveau de vos finances. Là. Je t'amène un petit peu ailleurs parce que ça m'intéresse beaucoup, cet autre petit point-là. C'est la prochaine génération, ou même moi, je suis très vieux, là, fait que l'autre génération qui a sauté une autre génération. Bref, les enfants puis leur relation avec l'argent. Je trouve, je sais pas vraiment comment. Il y a nulle part où c'est décrit comment enseigner à gérer de l'argent pour tes enfants. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de formation là, en tant que parent de comment le montrer. Puis, fait que je suis toujours intéressé. Je fais ça avec toutes les personnes dans le podcast, tous les épisodes, tous les invités. Je vais leur parler. J'appelle ça le Kids Corner. Fait je sais que tu as des enfants, tu en as un. Parle-moi de... C'est quelque chose de cocasse, encore une fois, quelque chose de drôle. Où est-ce que tes enfants, comment est-ce qu'ils gèrent leur argent? Comment est-ce qu'ils voient la gestion de l'argent? C'est quoi leur perception à eux autres de comment maman fait de l'argent, comment maman en dépense, etc. Exactement. Parce que, tu sais, pour répondre, en fond, à la question,
on n'a pas rien, il n'y a pas de formation qui est mise en tant que parent de comment éduquer nos enfants au niveau de la finance. Fait que, c'est de commencer par s'éduquer nous-mêmes avant d'être capable de pouvoir le transmettre. Fait que, ça fait comme un effet de domino. Ben oui. Si on s'éduque, nous, après ça, on va être capable d'éduquer nos enfants vont pouvoir éduquer leurs enfants. Mais un fait cocasse, au fond, quand mon garçon, on a une ouverture très grande au niveau des finances. Là. Ça a commencé très tôt. On commençait à comprendre la mathématique, que j'ai commencé à y enseigner sans vouloir la finance. Parce que tout est dans un calcul, on se cachera pas. Puis, on oublie des fois en tant que parent la notion, mettons, des taxes. Là, que, mettons, tu t'en vas au magasin, il veut s'acheter un bonbon. Ben, on a calculé, il sait comment il peut avoir, mais on oublie la notion nécessairement d'enseigner la taxe. Fait que je me rappellerai, on était un magasin ensemble, puis mon garçon est comme « Oh, maman, j'ai assez de sous pour acheter ça. » Fait que moi, je suis comme « Ah, il a fait ses calculs, il est super bon en mathématiques. » On arrive, puis là, la femme, elle dit comme plus cher. Parce que la taxe a embarqué. Puis là, mon garçon est comme, non, j'ai compté. Puis là, il s'astine avec. Là. C'est bon, c'est drôle. Non, OK, il va falloir revenir avec ça à la maison. Là, fait que là, j'ai compensé avec la balance qui restait. Mais tu sais, c'est vite qu'on peut oublier des facteurs au niveau de l'éducation que, tu sais, on est tellement dans un mode où on est habitué puis qu'on comprend ces réflexes-là que l'enfant, lui, on part de la base, puis c'est normal qu'ils ne connaissent pas. Fait que, c'est vraiment des encadrer, c'est de les laisser découvrir aussi ce monde-là, de les laisser prendre justement des initiatives de choix. Tantôt, je parlais de choix, mais l'enfant aussi peut choisir entre... moi, c'est important qu'on mette des régimes d'épargne-études. Oui, c'est important que quand tu reçois des cadeaux de fête, que ça soit pas 100% de ton cadeau de fête qui soit mis dans des bonbons ou qui soit mis dans des choses qui sont pas essentielles. Mais c'est d'apprendre justement cette éducation-là puis de dire, 50% que tu as reçu à la fête, on va le mettre dans des placements. On va faire comme la fluctuation au niveau de ton argent que tu as reçu puis de l'enseigner doucement. Mais il peut avoir une autre partie où ce que lui, ça il tente d'aller s'acheter un jouet ou d'acheter des bonbons puis que c'est correct. Tu veux pas l'amener à juste faire de l'épargne. Pas créer les séraphins non plus. Non, exactement. C'est vraiment de trouver l'équilibre puis de les laisser découvrir ce monde-là à leur façon à eux. Puis c'est beau. Toi, tu es juste là en tant que parent de le ramener, de le restructurer puis de lui faire comprendre que oui, ça existe des taxes. Tu l'as pas dit, t'aurais pu dire acheter une pomme, il n'y a pas de taxes. Oui, c'est ça. On va acheter des bonbons. Ils sont taxables. Jessica, je te remercie beaucoup d'être venue à l'épisode aujourd'hui. Ça a été super intéressant. Moi, je sais que j'ai pris, je sais pas si j'ai pris des notes, non, mais j'ai des leçons à aller appliquer, c'est certain. J'espère que les gens qui écoutent aussi. Est-ce que, justement, de partir, comment qu'on fait pour te rejoindre? Là, c'est le temps de plugger. Là. Qu'est-ce que tu veux plugger? Bien, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité sur ton podcast. C'est super agréable de pouvoir parler de finances. On pourrait en parler toujours. Donc, pour les gens qui veulent venir dans mon univers, je les invite à venir consulter ma page, soit Facebook, Instagram, sur Simplement Finance, mon site web à www.simplementfinance.com. Tous les détails sont là, la façon de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc, les prochains événements aussi sont mis à jour continuellement là, au niveau de ma plateforme. Donc, ça me ferait plaisir là, de pouvoir prendre un petit café avec eux, justement, pour voir leurs finances. Fantastique. Merci beaucoup. Puis évidemment, tout ce que tu as mentionné, là, ta page Facebook, ça va être dans les notes de l'épisode. Donc, si les gens veulent consulter, ils peuvent le faire. Je te remercie beaucoup, Jessica. Alors, merci beaucoup à Jessica Dubois qui est venue nous parler aujourd'hui. Le prochain épisode, ce sera David Tardif qui va venir nous parler un petit peu de courtage immobilier. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'immobilier? Mais juste un grand merci à Jessica. Merci au studio Limonade qui nous a accueillis aujourd'hui. Et on se revoit bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.